France Musique. Bonsoir, je suis Thomas Bangalter et bienvenue dans le carrefour de la création sur France Musique. Bonsoir Thomas Bangalter. Bonsoir. Nous écoutons le premier single, l'accouchement de votre disque Mythologie, qui vient de paraître chez Erato. Ce disque, c'est comme une naissance. Un petit peu, je pense que c'est peut-être... oui, j'aime bien l'idée d'essayer de réinventer quelque chose à chaque étape du processus créatif. Là, c'est doublement symbolique parce que c'est le premier disque que je sors depuis la fin du duo Daft Punk. Et puis aussi, c'est cette découverte pour moi de l'orchestre. L'origine, Mythologie, est la musique d'un ballet d'Angelin Prel-Jocage. Et pour cette partition, vous avez travaillé avec le chef d'orchestre Romain Dumas et l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine. Le ballet va maintenant vivre sa vie, mais Bordeaux, c'est maintenant un orchestre important pour vous? Oui, bien sûr, c'est l'orchestre qui a, pour le coup, fait vraiment naître cette partition. C'était un moment assez merveilleux de voir la partition prendre vie comme ça à Bordeaux, avec les musiciens dans la fosse et les danseurs sur scène. Ouais. L'accouchement, le premier extrait des Mythologies de Thomas Bangalter, qui viennent de paraître chez Erato, un disque dont France Musique est partenaire. Thomas Bangalter, je suis très heureux de vous accueillir dans le carrefour de la création de France Musique. En tant que membre du feu groupe Daft Punk, vous êtes une célébrité mondiale et je vous remercie de participer à notre émission consacrée à la musique contemporaine. Car Thomas Bangalter, comme on va l'entendre ce soir, vous aimez aussi la musique contemporaine. Bien sûr, moi j'aime les musiques qui posent des questions et j'ai l'impression que la musique contemporaine on pose vraiment, donc oui, j'aime ça. Eh bien, regardez la transition. Il se trouve que les compositeurs et compositrices contemporains vous aiment aussi. Deux compositeurs et deux compositrices, dont un que vous connaissez personnellement, je crois, vont vous dire leur amour. Tout d'abord, Camille Pépin, une jeune compositrice française qui commence une magnifique carrière. Quand on lui a demandé si votre musique, Thomas Bangalter, l'avait marquée, pour elle, c'était une évidence. Une des choses que j'ai appris des Daft, c'est l'importance de la pulsation. Ça paraît banal, mais en réalité, c'est une des clés pour pouvoir créer de la musique. Je veux dire, tout est rythme et danse, notre cœur bat. Donc je n'imagine pas que l'on puisse écrire de la musique, inventer de la musique, sans sentir les choses corporellement. Et ça, pour moi, c'était une vraie leçon. Il y a évidemment le son très particulier, les techniques de mixage. Moi, je trouve que c'est une sonorité française, en fait. Ce son si particulier des Daft est une source d'inspiration pour de nombreux créateurs et créatrices influencés par les techniques répétitives aujourd'hui. Moi, je sais qu'en j'orchestre, j'aime beaucoup faire disparaître et réapparaître certaines strates. Et à ce moment-là, j'ai plutôt l'impression d'être mixeuse. Et parfois, on me demande pourquoi tu laisses cette strate, pourquoi tu laisses ce motif alors qu'on ne l'entend pas vraiment. En fait, oui, on ne l'entend pas vraiment, mais s'il n'est pas là, ça change la musique et ça, j'aime pas. Voilà l'autre leçon des Daft. C'était un petit mot de Camille Pépin. Thomas Bangalter, qu'est-ce que cela vous évoque, cette idée de mixer les sons d'un orchestre? Je suis très touché par ces mots et ce qu'elle dit sur notre musique. Mais je suis aussi d'accord en fait avec elle. L'idée d'avoir ce dialogue avec l'orchestre comme un outil total pour travailler la matière et la texture et créer ces mélanges, qu'ils soient harmoniques ou rythmiques et comme des unités de construction comme ça me parle. Enfin, je comprends ce qu'elle veut dire. Ouais. Et le fait qu'avec un orchestre, ce soit des êtres humains comparés aux machines, qu'est-ce que ça vous évoque? Un environnement plus humain, c'est un environnement plus agréable et plus serein. Moi, j'avais vraiment envie, avec cette aventure, de, de travailler et de rendre à la fois hommage au travail et au talent, en fait,
Des musiciens de des l'orchestre. musiciens de l'orchestre, oui. Et j'ai beaucoup travaillé avec des machines et je l'ai souvent dit, s'atteler à créer de l'émotion musicale avec des machines, c'est très fastidieux et très compliqué. Et c'est assez merveilleux justement de tendre une partition à un musicien et de voir cette émotion jaillir heu, instantanément en fait, alors que c'est un bras de fer en fait avec les machines. C'est intéressant, hein, mais il y a quelque chose de naturel et d'organique dans le travail avec les musiciens qui m'intéressait particulièrement, non. Thomas Bangalter, ce soir, vous nous avez concocté une playlist dont je vous remercie. Et votre premier choix, personnellement, m'a surpris, c'est la Sinfonia de Berio. Alors, je Ouais. pensais que vous alliez choisir le troisième mouvement, qui est l'un des tout premiers samples de l'histoire de la musique avec ses citations de Debussy, Mahler, Stravinsky. Mais en fait, vous avez choisi la deuxième section de la Sinfonia, et c'est un hommage à Martin Luther King. Oui, je l'ai choisi pour plusieurs raisons. En parlant de musique contemporaine, Martin Luther King, il meurt en avril 1968 et la première représentation de Symphonia, c'est en octobre 68. Donc là, il y a vraiment cette idée de la musique qui rend hommage ou qui pose des questions à son époque, en fait. Et puis, à titre personnel, ma mère était danseuse et elle était justement dans la première compagnie de danse contemporaine mise en place par le ministère de la Culture à partir de 1968, qui s'appelait le Ballet Théâtre Contemporain, où elle a dansé plein d'œuvres de danse contemporaine avec des musiciens contemporains, de Xenakis à Boulez, à Stravinsky et aussi Symphonia de Berio. Donc, c'est à la fois un hommage à la dimension politique de la musique et à votre mère. Exactement. Nous écoutons le deuxième mouvement de la Sinfonia de Luciano Berio. Les Swingle Singers et le Philharmonique de New York sont dirigés par le compositeur. Le deuxième mouvement de la Sinfonia de Luciano Berio, les Swingle Singers et le Philharmonique de New York sont dirigés par le compositeur. Thomas Bangalter, nous enchaînons tout de suite avec le deuxième choix de votre playlist, c'est György Ligeti. Comment avez-vous découvert la musique de ce grand nom de la musique contemporaine? Comme beaucoup, j'imagine, dans 2001, Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick quand j'étais enfant, donc avec les passages du Requiem comme Psychédélique. ça, qui est psychédélique et complètement fascinant. Oui, moi, j'ai tout de suite été complètement fasciné par son univers et par son parcours aussi. Et c'est pour ça que j'ai choisi plusieurs extraits en fait dans cette playlist. Je parlais de la musique qui pose des questions et la variété des questions qu'il pose, elle m'interpelle vraiment en fait. Alors on va pas spoiler, ou plutôt si, il y a plusieurs œuvres de Ligeti ce soir. Votre premier choix, c'est une œuvre de Ligeti, très courte et très rare. C'est l'Allegro vivace de son concerto roumain, qui est une de ses œuvres de jeunesse. Est-ce qu'il y a une idée de folklore qui vous intéresse chez Ligeti, Oui, ce fond d'Europe de l'Est? oui, c'est intéressant parce que c'est une œuvre qu'il écrit en 1951. Euh, il a fait des études, je crois, à l'Institut de folklore en Roumanie et l'œuvre, elle est à la fois composée en partie à partir de thèmes folkloriques existants et aussi d'une vision un peu fantasmée du folklore, donc où il invente des thèmes folkloriques qui n'existent pas en fait. Et ça me parlait, j'ai repensé à ça par rapport justement à Mythologie, où Angelin m'a demandé d'accompagner en musique ces mythes. J'étais intéressé par cette idée de folklore fictif en fait, et d'imaginer des mélodies qui viendraient de très loin. C'est la simulation ou la création d'un folklore imaginaire. Et c'est intéressant aussi par rapport au contraste aussi entre cette œuvre et les suivantes Qu'on va qu'on va entendre pouvoir tout à écouter l'heure. après. L'Allegro vivace du concert roumain de Ligeti, le Philharmonique de Berlin est dirigé par Jonathan Nott. Thomas Bangalter, vous venez de faire paraître le disque Mythologie chez Erato. Alors, à l'origine, c'est un ballet chorégraphié par Angelin Pège-Locage, donné à l'Opéra de Bordeaux. Mais à l'écoute de l'album, on pense aux grands ballets russes du répertoire, comme le Lac des Cygnes, le Sacre du Printemps ou Roméo et Juliette. Vous avez parlé de folklore imaginaire. Ça se dirige par là, votre folklore, votre héritage? Je sais pas, j'ai une approche assez instinctive. J'ai emmagasiné beaucoup de musique, j'ai l'impression, mais j'avais pas un rapport conscient à des inspirations et à ces chefs-d'œuvre que vous venez de nommer. Donc moi, j'ai abordé ça de manière beaucoup plus humble et beaucoup plus
comme j'ai dit, c'est une certaine forme de tentative de m'essayer à l'orchestration. Après, de manière consciente, au niveau structurel et au niveau formel, j'avais un peu en tête certains ballets de Prokofiev parce que justement ce sont des collections une sorte de compilation comme ça de différentes vignettes avec beaucoup de liberté, beaucoup de rupture et qui permettaient d'aborder l'écriture d'un ballet de manière moins structurée et moins rigide. Donc cette forme un petit peu libre un petit peu freestyle en fait. Donc, ça m'a toujours plu chez Prokofiev, cette rupture-là. J'avais l'impression d'avoir cet esprit. Après, moi je viens d'une famille qui a ses origines à la frontière de l'Ukraine, la Biélorussie et la Pologne. Et on m'a fait remarquer effectivement qu'il y avait un côté un peu musique de l'Est hein, dans les mélodies et dans ce folklore peut-être imaginé qu'il y a. Donc, c'est pas fait exprès, mais ça peut être, il y a peut-être quelque chose qui vient de plus loin. Ouais. Nous allons écouter 2 extraits des mythologies qui sont superbes d'ailleurs. D'abord Arès, le dieu de la guerre. Alors dans cette pièce Arès, on entend un thème qui unit l'album. Comment avez-vous structuré 1h30 de musique? Progressivement, c'est un petit peu comme un puzzle en fait. J'ai commencé à créer des esquisses et donc il y a une sorte de puzzle qui se forme en fait. Et vers la fin, il commence à avoir un peu des pièces qui manquent. Et à l'inverse d'un puzzle, à ce moment-là, on peut les découper et la pièce qu'on n'a pas encore, on n'a plus besoin de la chercher dans la boîte, elle se définit par elle-même, par la différence et par le vide qui reste à combler. Après, effectivement, même si au départ, l'approche, elle était assez aléatoire et elle partait un peu dans tous les sens, je parlais de Prokofiev tout à l'heure, j'ai progressivement réinjecté en fait des thématiques et des mélodies qui pourraient un petit peu retracer et former un fil conducteur dans cette approche. Mais c'était vraiment par strat. Au départ, c'est une approche extrêmement intuitive, extrêmement spontanée et qui part un peu dans tous les sens. Je parlais d'écriture automatique, mais c'est presque un peu comme ça. Ouais. Arès, l'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine est dirigé par Romain Dumas. Thomas Bangalter, on va pas se mentir, l'inspiration de l'album Mythologie est plutôt sombre. Et pourtant, là, on va écouter un autre extrait qui traite cette fois du personnage mythologique Icare. Au début du projet, est-ce que vous vous êtes senti comme Icare? Est-ce que c'était la tâche avait l'air un petit peu énorme de s'approcher du soleil? Oui, après Icare, il devait pas vraiment s'approcher du soleil, il devait juste effectivement sortir du labyrinthe et il en a profité pour s'approcher du soleil parce que la vue était très belle et il n'a pas vraiment suivi les recommandations de son père Dédale. Mais j'étais effectivement un petit peu dans le labyrinthe, donc j'étais peut-être comme Ariane pour sortir du labyrinthe. Ouais. Icare, un extrait des mythologies de Thomas Bangalter qui viennent de paraître chez Erato. Thomas, je vous avais promis le témoignage d'un compositeur que vous connaissiez, c'est Bryce Dessner, qui est comme vous. C'est un compositeur qui a un pied dans la pop, il est membre du groupe de rock The National, et c'est aussi un très grand compositeur contemporain dont les partitions sont jouées dans le monde entier. Thomas Bangalter, c'est un musicien extraordinaire. J'ose pas trop parler de lui, sauf avec beaucoup de respect. Je pense que c'est très intéressant, cette nouvelle chapitre, cette nouvelle passage qu'il fait, mais j'imagine que pour un musicien comme Thomas, il a déjà tellement travaillé dans les sons, dans les textures, dans les fréquences, dans les très graves, dans les très aigus, depuis tellement d'années, de mélanger, de trouver des sonorités étonnantes, de traverser des paysages sonores dans sa musique. Donc en fait, oui, l'orchestre, c'est un nouvel instrument. Steve Reich m'a beaucoup parlé de l'idée de genre, on dit en anglais, que c'est pas vraiment une question de populaire ou classique ou folk ou tout ça. C'est pas très intéressant de diviser les gens comme ça. Ça parle pas des musiciens, ça parle pas de la public. Souvent, c'est plus intéressant peut-être pour les critiques. Mais je pense c'est plus une question de musique, Reich dit de musique écrite, notée, de musique qui est communiquée avec une partition ou de musique qui est communiquée par l'oreille. Et ça, c'est plus une conversation de langage. Et je pense, évidemment, en orchestre, ça travaille avec une partition. Et une partition, c'est une façon géniale de vraiment communiquer, d'avoir une base commune, de rencontrer des musiciens. Et
et ça sert comme une base de collaboration. Et j'imagine là-dedans, il y a quelque chose de très intéressant à explorer. Mais en tout cas, moi, je suis un grand fan de Thomas et je suis là pour entendre tout ce qu'il va faire. Voilà. Thomas Bangalter, que vous évoquent ces mots de Bryce Dessner? Bah, il me touche profondément, j'aime beaucoup sa musique. Et finalement, je suis d'accord avec ce que Steve Reich lui dit. Pour moi, c'était vraiment pouvoir recentrer l'idée de la partition au sein de mon travail, enfin le recentrer ou se focaliser dessus pour la première fois justement. J'avais vraiment envie d'arrêter pour ce projet une sorte de multitasking en fait en anglais où on fait plein de choses de manière horizontale à la suite et de manière verticale sur un projet et juste de se concentrer sur la composition et sur l'écriture d'une partition qui serait ensuite transmise à des musiciens et d'être dans une certaine forme justement de pureté et de simplicité dans cette transmission sans l'usage de technologie. Et c'était nouveau effectivement pour moi de travailler pendant de longs mois et d'avoir à la fin 250 pages de partitions conducteurs comme ça à transmettre à l'orchestre. On poursuit avec votre playlist Thomas Bangalter, si vous le voulez bien. Alors, vous avez choisi une deuxième œuvre du Ligeti, et c'est une œuvre incroyable. C'est le Continuum pour clavecin, qui date également de 1968. Oui, elle est incroyable. On peut en parler peut-être après. Pas spoiler l'effet sur l'oreille, justement. Bryce parlait d'oreille.
Continuum de Ligeti, interprété au clavecin par Eva Nordval. Thomas Bangalter, une réaction? Oui, moi ça me fascine. J'avais parlé du Requiem de Ligeti. Là, on est encore devant une sorte d'objet monolithique qui est complètement mystique pour moi. Et en même temps, le fait d'avoir choisi le clavecin pour cette expérimentation, un peu comme de la synthèse granulaire en prenant des tout petits bouts de notes. Il voulait les jouer 18 fois ou 15 ou 18 fois par seconde, 18 notes par seconde pour essayer de créer un peu un nuage de textures sonores comme ça, d'imaginer et d'avoir pris le clavecin. Et moi, j'imagine cette pièce jouée en 1780. À Versailles. À Versailles, voilà. Et c'est fascinant comme ça, cette idée de télescopage du passé ou du futur, et surtout aussi de le mettre en relation avec la pièce qu'on a pu écouter avant et celle qu'on écoutera après. Donc Jean Kelevitch a écrit un livre justement sur la musique et l'ineffable, et la musique c'est exprimer l'inexprimable, et pour moi, quand je suis face à cette pièce, c'est un peu, j'essaye de décrire l'indescriptible aussi. Voilà. Alors du clavecin, nous passons au piano. Alors nous poursuivons avec votre carte blanche. Thomas Bangalter, cette fois c'est Keith Jarrett et vous avez choisi un extrait de son album Radiance. Oui, j'adore Keith Jarrett, et dans l'idée de musique contemporaine, pour moi, il y a l'idée de vivre l'instant présent. Et quand j'écoute, j'ai eu la chance de le voir en concert de piano solo aussi. Quand j'écoute la musique de Keith Jarrett, je suis suspendu à chaque note, un peu comme dans un précipice par rapport à la note qui va suivre. Et il y a vraiment cette idée d'instant présent et de contemporanéité. La quatrième partie de Radiance de Keith Jarrett. Parmi les compositeurs et compositrices, Annabel Play est l'une des compositrices qui a été le plus influencée par Daft Punk. Elle nous dit ici pourquoi. Il se trouve que je suis à peu près de la même génération que les Daft Punk, que j'ai vu émerger le groupe avec jubilation, à une époque où moi je ne travaillais pas encore avec les lutheries électroniques, je travaillais l'électroacoustique, je composais pour instruments acoustiques et je travaillais le chant afin d'interpréter le répertoire vocal du 20e. Donc j'étais plutôt dans ces esthétiques-là, mais bien sûr j'avais les oreilles tournées plutôt ouvertes à 180 degrés, même plus. Et du coup j'étais friande du duo, notamment aussi parce que il animait nos soirées aussi. Et effectivement, il y a une influence qui est évidente dans mon travail, notamment forcément à l'endroit des textures synthétiques, de l'utilisation du sample, des sonorités que j'utilise depuis une dizaine d'années, des synthés comme le Voyager, plus récemment la 808, la 909, des choses d'influence techno, house, etc. Et là où moi ils m'ont beaucoup marqué, c'est la liberté avec laquelle ils brassaient différentes esthétiques musicales. Alors certes aussi au niveau des musiques pop ou musiques actuelles comme le funk, etc. Moi j'utilise moins ce monde sonore-là, mais c'est cette liberté avec laquelle ils ont composé, recomposé, utilisé le sample, l'utilisation de citations et... Enfin voilà, cette grande liberté-là, moi elle m'a ouvert des horizons. Moi je me suis nourrie presque inconsciemment finalement aussi de leur vie et de leur création. Un grand merci. Un extrait de Inland d'Annabel Play et Mark Siffer. Thomas Bangalter, qu'est-ce que ces mots d'Annabel Play vous évoquent? La liberté? Moi, je suis très touché par tous ces témoignages. Ça me fait plaisir de transmettre de la musique à un public et à des auditeurs, et en même temps de transmettre une envie ou des influences à d'autres créateurs et à d'autres artistes. C'est un plaisir qui m'impressionne encore plus finalement, parce que c'est la création qui amène la création.
Et pour moi, les artistes que j'adore, ils m'ont avant tout poussé à m'exprimer artistiquement aussi. Et cette transmission ou ces relais, ils sont particulièrement touchants. Après, quand elles parlent de liberté et d'explorer différentes esthétiques, j'ai l'impression que je continue vraiment ce processus. Donc ça me parle particulièrement en fait aussi à l'occasion de Mythologie, parce que c'est la même chose. Effectivement, on a pu, avec Daft Punk, utiliser des samplers hein, pendant une période et des samples. Ensuite, des samples de disco ou de funk, etc. Et ensuite, on a commencé à créer cette matière aussi disco et funk nous-mêmes, finalement. Donc, ça devient des références ou des citations, mais qui peuvent être des citations sur le fond ou finalement des citations sur la forme. Et là, c'est un petit peu la même chose. Elle parle aussi d'influence inconsciente, d'avoir emmagasiné ces choses et de s'en rendre compte plus tard. C'est un peu le même rapport que j'ai par rapport à la musique symphonique et la musique classique avec ce disque de Mythologie. Ouais. Thomas Bangalter, pour la suite de votre playlist, là on rentre dans le dur. C'est encore du Ligeti, mais c'est son Articulation de 1958 et c'est l'une des toutes premières musiques électroniques jamais écrites. Oui, ce qui est intéressant, c'est que Ligeti a finalement écrit cette pièce à la fin des années 50 et elle contraste sérieusement avec le concerto roumain et avec le continuum qu'on vient d'entendre. Et moi, ce qui me fascine dans cette pièce, c'est sa modernité, mais c'est aussi le fait que ce soit une des 2 seules pièces qu'il ait pratiquement écrite de cette manière. Donc il y a presque l'idée de créer quelque chose de totalement original et innovant, de le faire en quelques minutes, et puis après de passer à autre chose. Et ça me parle aussi. C'est-à-dire que vous n'allez pas refaire de musique orchestrale ? Thomas Non, Bangalter ? c'est-à-dire que je prends un exemple, on a fait un morceau qui s'appelait Rolling and Scratching avec Daft Punk, qui était un morceau de techno violent et moi, j'ai toujours eu l'impression, après ce morceau, d'avoir exprimé quelque chose que je cherchais et qui m'avait poussé à explorer autre chose et pas à refaire la même chose. Donc c'est plus dans ce sens. Des fois, on continue à creuser un sillon dans la même direction et puis des fois, on a l'impression que on a réussi à dire ce qu'on voulait dire en utilisant une certaine forme et qu'on a besoin de s'exprimer d'une autre façon. Nous allons entendre Articulation de Ligeti et le compositeur parle d'une conversation avec des machines. Qu'est-ce que... Articulation de Ligeti, réalisée en 1958 dans les studios de la radio de Cologne. Thomas Bangalter, on poursuit dans votre playlist avec un autre artiste électronique, mais cette fois de votre génération, c'est le Britannique Square Pusher. Et son morceau que vous avez choisi s'appelle Kill Roboc. Oui, c'est un musicien que j'admire énormément et je trouvais que c'était amusant de mettre en parallèle le morceau de Ligeti qu'on vient d'écouter et celui-ci qui est un peu comme un descendant finalement de Articulation. Ça s'inscrit dans la même veine esthétique, j'ai l'impression, mais avec un travail sur le rythme qui démontre peut-être l'accélération finalement entre la fin des années 50 et le début des années 2000. Kill Roboc de Square Pusher. Thomas Bangalter, je voudrais vous faire écouter un dernier témoignage de compositeur, et pas n'importe lequel, puisqu'il est membre de l'Académie des Beaux-Arts. Il a étudié auprès de Gérard Griset, c'est Régis Campo. Alors j'ai réfléchi à quelle musique était la plus proche de Daft Punk dans le répertoire contemporain, et c'est certainement le concerto pour Theremin Dance Floor with Pulsing de Régis Campo. On écoute le témoignage du compositeur qui vous pose une question. Bonjour Thomas Bangalter, c'est Régis Campo. Vous faites comme le grand Stravinsky, se renouveler, surprendre. Alors bienvenue au Club des Allumés. J'adore votre musique, vos timbres vraiment bizarres, l'idée super claire, les pulsations obsessionnelles et surtout votre humour, un humour suprême, assez rare dans la création. Par exemple dans Harder, Better, Faster, Stronger. Alors ma question est la suivante. Il se trouve que j'adore votre musique pour le film Tron l'héritage
en particulier le morceau d'Erased. Je me demandais comment s'est passé le travail avec l'orchestre dans cette musique de film. Et car pour moi, c'est vraiment un mystère, cet alliage entre le son Daft Punk et le son d'un orchestre symphonique. À bientôt et bravo Thomas. Thomas Bangalter, que vous évoquent ces mots de Régis Campo? Il continue à me toucher, hein. Je suis très flatté par tous ces témoignages. Finalement, oui, mêler l'orchestre électronique, c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire. Et on a réussi finalement à l'organiser, je pense, dans Tron parce qu'on avait du temps, il y avait du montage, il y avait pas mal de montage finalement pour arriver à faire dialoguer et recaler l'orchestre et les machines. Et c'est vrai que pour Mythologie, j'ai rapidement exprimé à Angelin l'idée et mon désir de se concentrer vraiment sur l'orchestre pour ne finalement pas déranger ou changer un équilibre pour moi qui fonctionne tel quel et qui permettrait une nouvelle forme d'expérimentation. Donc c'était une aventure intéressante. La différence même pour Tron, c'est qu'on avait un troisième élément qui était les dialogues des comédiens. Et c'était intéressant de se rendre compte fréquentiellement, Bryce parlait des fréquences très aiguës et très graves, que justement les dialogues des comédiens, ils étaient dans les médiums. Et finalement, je me suis vraiment rendu compte pendant l'écriture de Tron que c'était difficile de faire coexister des éléments électroniques médiums avec les dialogues des comédiens et aussi que les cordes sont vraiment les textures qui fonctionnent le mieux avec les dialogues en général. Donc c'était des évidences, mais et c'est aussi pour ça que dans Tron, on a cantonné un petit peu les éléments électroniques dans ces pulsations très basses finalement. Donc il y avait en gros une division comme ça du spectre fréquentiel avec les voix dans le médium, l'orchestre et les cordes un peu dans les aigus, et puis l'électronique qui était réservée aux basses. Ouais. Nous allons terminer l'émission avec le dernier choix de votre playlist, et ça parle encore de cinéma, puisque c'est la musique de Chaplin pour les temps modernes. Oui, on parlait de musique contemporaine et de démarche contemporaine. Pour moi, justement, c'est peut-être un jeu de mots, cette idée des temps modernes, mais je considère vraiment ce film comme un peu son œuvre maîtresse. On parlait d'humour aussi juste avant, donc voilà, on a de l'humour, on a de la politique, on a de l'éthique, et on a aussi de la musique et une certaine forme de lyrisme et de romantisme comme ça, mélodramatique assumé. Charlie Chaplin, il venait d'une famille du music hall comme ça, et le fait qu'il Et ait... vous aussi d'ailleurs, non? Et moi aussi. Donc, et puis, il avait créé ce personnage aussi qu'il a incarné pendant une grande période. Finalement, il n'y a que des points communs, finalement. Ouais. Ce qui est amusant avec Chaplin, je m'en suis rendu compte récemment, il dit adieu en fait à ce personnage alors qu'il a 46 ans, et c'est le même âge que j'avais quand j'ai dit adieu au personnage du robot aussi. Et est-ce que la figure de Chaplin qui écrivait, réalisait et composait est une figure qui vous inspire, c'est ce côté artiste total? Oui, mais c'est surtout l'artiste qui me touche le plus dans cette totalité, dans cette recherche, dans ce perfectionnisme, dans cette humanité, dans cette dignité, et dans sa capacité à avoir posé des questions essentielles et mis son talent au service de l'humain et de cette émotion entre le rire et les larmes. Enfin, tout ce qui définit en fait vraiment notre humanité. Le fait d'être totalement ému et de ne pas comprendre si c'est triste ou si c'est drôle, c'est ce qui me touche le plus. Ouais. On termine l'émission avec la musique de Charlie Chaplin pour le film Les temps modernes.
la musique de Charlie Chaplin pour le film Les Temps modernes. Thomas Bangalter, je rappelle la sortie chez Erato de votre disque Mythologie aux côtés de l'Orchestre national de Bordeaux-Aquitaine dirigé par Romain Dumas. Merci infiniment, c'était un honneur. Merci de m'avoir reçu. C'est ainsi que s'achève le carrefour de la création consacré aux mythologies de Thomas Bangalter. Prise de son et mixage, Pierre Henry. Attaché de production, Aurore Deniso Bensala. Une émission réalisée par Céline Parfenoff. À réécouter sur francemusique.fr.